Très heureuse de vous présenter la grande édition de ce soir sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'opération Springbok a été initiée au Nord Kivu avec pour objectif principal de stopper l'avancée des M23 vers Saké et Goma, lancée conjointement par la MONUSCO et les FARDC. Dans un premier temps, il a été décidé d'établir une ligne de défense solide pour protéger les deux villes. Il s'agit d'une approche défensive, ceci après la reprise des affrontements la semaine dernière. Regardez. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et les FARDC ont lancé conjointement l'opération Springbok au Nord Kivu. Cette opération vise à stopper l'avancée du M23 vers le ville de Saké et Goma. Le commandant de la force de la MONUSCO, Octavio Rodriguez de Miranda, a expliqué que l'objectif principal de cette opération est de protéger le ville de Goma et Saké. Dans un premier temps, il était question de décider d'établir une ligne de défense solide devant ces deux villes. Pour l'instant, il s'agit d'une approche défensive, mais si deux groupes illégaux tentent d'attaquer Saké ou Goma, ils passeront d'une position défensive à une position offensive. Avant de recourir à une situation offensive, d'autres mesures, y compris politiques et diplomatiques, sont envisagées pour résoudre ce problème de manière pacifique. Les FARDC estiment que la décision prise par la MONUSCO est importante et bien réfléchie. Les M23 progressent actuellement vers le sud, le long de la RN2 et de la route provinciale D30, en direction de Saké, cité qui suivait un rempart essentiel dans la défense de Goma. La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée nationale congolaise, les FARDC, pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi aujourd'hui, les personnels militaires de la MONUSCO et de la FARDC ont lancé l'opération Springbok. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'envahir Saké ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la MONUSCO et les FARDC défendraient la population civile. Il convient de noter que cette annonce intervient au moment où le gouvernement congolais a officiellement exprimé son intention de mettre fin à la mission de forces militaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, actuellement déployée dans l'Est du pays. Parallèlement, les autorités congolaises souhaitent accélérer le retrait de la MONUSCO. Toujours au Nord Kivu, au cours du mois d'octobre, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison de la montée de la violence dans la province du Nord Kivu. Cette situation alarmante porte le nombre total de personnes déplacées et dans les régions de l'Est du pays à plus de 6 millions selon des responsables humanitaires de l'ONU. Viningali Junior. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a exprimé sa profonde inquiétude face aux affrontements en cours entre le milicien du M23, le FARDC et diverses coalitions des groupes armés. Ces combats se déroulent quotidiennement depuis le début du mois d'octobre, affectant principalement les territoires de Massissi, des Rutshuru et des Nyiragongo, marquant une escalade significative du conflit dans l'est de la RDC et représentant une menace sérieuse pour les opérations humanitaires ainsi que pour les sites de déplacés situés en périphérie des Goma. Face à cette situation critique, la MONUSCO et les FARDC ont conjointement lancé l'opération Springbok dans les Nord Kivu. Cette initiative vise à endiguer l'avancée du M23 vers les villes de Saké et Goma. Le Casque Bleu travaille en étroite collaboration avec les forces armées congolaises et la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour mener des patrouilles afin de protéger Goma. Les Casques Bleus ont également déployé une force de réaction rapide à Rutshuru dans le but de protéger les civils. Deux périmètres de sécurité ont été établis autour des centres de distribution d'aide humanitaire à proximité
proximité de leur base de Kichanga et les convois de produits non alimentaires et d'autres secours sont escortés dans la région. Environ 25 000 personnes déplacées ont trouvé refuge aux abords de la base de la mission. Malgré l'instabilité qui règne dans la région, l'ONU et ses partenaires ont pu fournir une assistance humanitaire à environ 3 millions de personnes, dont 1,9 million ont bénéficié d'une aide alimentaire. Toutefois, l'accès aux zones touchées reste extrêmement difficile en raison des violences continues à Beni. Cette situation a contraint de nombreux travailleurs humanitaires à suspendre temporairement leurs opérations, privant ainsi plus de 140 000 personnes de toute forme d'aide. Le plan des réponses humanitaires de cette année, d'un montant de 2,3 milliards de dollars, ne dispose actuellement que 36% des financements, soulignant ainsi l'urgence d'obtenir davantage des ressources financières, a déclaré le porte-parole de l'ONU. En province toujours, le président national du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayulu Madidi, est arrivé le dimanche 5 novembre 2023 en ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il provient de Chikapa au Kasaï, où son passage a connu quelques incidents violents. Ces actes de vandalisme ont été condamnés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, préoccupé par une intolérance politique inacceptable. Images et commentaires. À son arrivée, Martin Fayulu Madidi a été chaleureusement accueilli par les cadres de son parti dans la région ainsi que par les chefs coutumiers et d'autres personnalités présentes sur le tarmac. Par la suite, un cortège a conduit le candidat au centre-ville, au milieu d'une population de Kanangais et Kanangaises, venus les uns par curiosité, les autres animés de la volonté d'échanger et de rencontrer une figure déjà connue dans tout le Congo. Sur le site du meeting prévu au niveau du terrain de Sainte-Famille dans la commune de Katoka, Martin Fayulu Madidi s'est adressé à ses partisans et à ceux qui sont venus l'accueillir dans plusieurs langues. Parce que pasi ezali awa na Kananga, pasi ezali awa na Kasaï central, pasi ezali na Congo mobimba. Eza boye te yango wana ngai na ye awa ndeko na bino na ye na mabele na ngai mabele ya bakoko. Entre-temps, un important contingent de la police visant à garantir la sécurité et à éviter tout débordement lors de cet événement a été déployé pour éviter des incidents qui ont émaillé la première étape de sa tournée dans l'espace Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa, où son cortège a essuyé plusieurs jets de pierre et autres actes d'intolérance politique. Par ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'ayant appris avec regret, a fermement condamné ces actes de vandalisme et appelle les Congolais à faire preuve de tolérance et de citoyenneté à l'égard de tous les candidats retenus pour la prochaine présidentielle. Et au Kasaï toujours, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, foule le sol kanangais le week-end dernier à la tête d'une délégation pour une visite d'inspection des travaux d'installation du mini-barrage hydroélectrique à la chute Mbombo au Kasaï central. La construction de ce barrage est une première depuis 1960. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a effectué cette visite pour fixer l'opinion sur ce projet qui fournira 10 mégawatts de l'électricité dans la ville de Kananga. Regardez. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, est arrivé ce week-end au Kananga, dans le Kasaï central, à la tête d'une forte délégation pour une mission d'inspection de travaux de construction du barrage hydroélectrique à la chute Mbombo. La construction de ces barrages est une première depuis 1960, une expression politique de Félix Tshisekedi à la population du Kasaï central. Le professeur Mbata a effectué cette descente pour fixer l'opinion sur le projet qui fournira 10 mégawatts de l'électricité dans la ville de Kananga. C'est aussi une deuxième étape de sa tournée comme secrétaire permanent de l'Union sacrée. Il appelle tous les candidats à venir au centre pour les élections crédibles.
Par la suite, le directeur général de BSECO, Jean Mabi, a rassuré que les travaux dureront 18 mois. Le mini-barrage de Mbombo, situé dans le regroupement de Chimbambala, dans la commune de Nganda, suscite beaucoup d'espoir dans l'opinion. Engagé à financer cet ouvrage. Et donc le financement est déjà bouclé. L'entreprise a identifié les prestataires avec qui nous sommes en discussion et avec le bureau d'études et avec les BSECO pour voir dans quelle mesure lancer les travaux le plus rapidement. Ce qui est prévu en fait, on va tout lancer. Il y a d'abord le travaux de génie civil. Pendant qu'on fait les travaux, on exécute les travaux de génie civil, on commande les turbines, mais aussi on fait la ligne et on construit ce qu'on appelle comme ça sous-station. Sous-station avant de commencer à distribuer. Donc, et le poste aussi. Donc tout ça c'est dans les 18 mois. On a déjà consommé combien? 2-3 mois. Ouais, quand les travaux vont commencer, vous allez mettre les compteurs, sauf imprévu, il y a toujours des imprévus, mais nous faisons tout pour que les travaux s'exécutent dans le meilleur. Pour le premier vice de l'Assemblée nationale, ces projets est l'expression de la volonté du chef de l'État. Revenons à Kinshasa à présent. Le président Félix Tshisekedi a pris part le week-end à Kinshasa à la cérémonie du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22/03 du 3 mai 2022 portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. À cette même occasion, le chef de l'État a également procédé au vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolaise. Grâce Mayo pour plus de détails. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est félicité des avancées palpables dans le secteur du handicap 4 ans après la nomination d'une ministre déléguée en charge de PVH et autres personnes vulnérables. Il a notamment relevé l'adoption et la promulgation de la loi organique numéro 22/03 et la mise en place d'un secrétariat général rattaché au ministère chargé de PVH et autres personnes vulnérables. La question de l'inclusion sociale des personnes vivantes avec handicap et de toute autre personne marginalisée a de tout temps constitué un sujet de la plus grande importance pour ma personne. Cette question qui concourt notamment à la consolidation de la cohésion sociale à travers le respect du principe d'égalité dévolu à chacun de nos concitoyens au regard de la loi, s'est muée dès mon investiture comme président de la République démocratique du Congo en l'une des priorités de mon quinquennat. En effet, soucieux de pouvoir concrétiser les différents engagements nationaux, régionaux et internationaux en matière de promotion et de protection des droits des personnes vivantes avec handicap. Pour sa part, Madame Irène Essambo, ministre déléguée en charge de PVH et autres personnes vulnérables, a rappelé que c'est depuis 2006 que la Constitution du pays avait préconisé l'élaboration de la loi portant protection et promotion de PVH qui compose 13% de la population générale. Nous avons pour la toute première fois dans notre pays un secrétariat général pour les personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Le recrutement pour la mise en place de cette nouvelle administration est en cours dans toutes les 26 provinces, il y a maintenant une semaine. En ce moment, plusieurs personnes avec handicap, dont plusieurs personnes de notre pays, dont les personnes avec handicap, toutes catégories confondues, ont déjà postulé et les enregistrements continuent. Nous comptons recruter plus de 700 agents et cadres, parmi lesquels plus ou moins 60% seront des personnes avec handicap.
ayant vu le jour en 2019 grâce à la volonté du président Félix Tshisekedi. Le ministre en charge de personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables est doté depuis quelques mois d'un secrétariat général pour lequel il a lancé les recrutements des agents et cadres pour le bail de l'École nationale d'administration. Et poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, quel est le rôle du député, qu'il soit national ou provincial? La question est dans tous les esprits à la veille des élections du 20 décembre 2023. Cette interrogation est suscitée par le nombre pléthorique des candidats qui se bousculent pour aller à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Bientôt, les candidats députés vont se lancer dans la campagne électorale. Ils vont courtiser les électeurs dont la majorité ne connaissent pas la mission leur assignée. Bijou Lumuna nous en dit plus. Les candidats députés nationaux et provinciaux sont des milliers sur le starting block. Ils attendent le go de la Commission électorale nationale indépendante pour se lancer dans la campagne électorale. En attendant le début officiel de cette campagne, ces hommes et femmes peaufinent des stratégies pour conquérir l'électorat. Une fois qu'ils auront obtenu cette confiance des électeurs, quel rôle vont-ils jouer? Nombreux sont les électeurs qui ignorent le travail des élus du peuple. Je ne sais pas vraiment grand-chose sur la fonction d'un député, mais qu'on les vote pour qu'ils puissent développer le pays. Certaines personnes connaissent le rôle du député, mais elles constatent malheureusement qu'une fois que ces candidats sont élus, ils font autre chose que ce qu'ils devraient normalement faire. Quand on vote un député, c'est pour qu'il aille parler ce que le besoin de la population au gouvernement. Sur le plan pratique, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Et pourtant là-bas, ils partent que pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la population. Pour le coordinateur de la plateforme citoyenne Vigilance 23, l'élu du peuple a pour mission de légiférer, en d'autres termes, élaborer les lois en faveur de la population. Le député a pour mission essentielle, c'est d'abord de voter les lois. Voter les lois, ça veut dire les voter en faveur du citoyen et en faveur de la nation. La deuxième mission, c'est celle de contrôle. Contrôler le gouvernement, c'est-à-dire la gestion du gouvernement, par le fait que c'est le député, à travers l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. Certes, les députés doivent rendre compte à ses électeurs, mais en RDC, cet exercice de redevabilité n'est pas formalisé. Yves-Michel Biassalou propose une loi en 3 étapes. Par rapport à la population, les députés ont plutôt des obligations. Et l'obligation principale du député, c'est la redevabilité. La redevabilité qui consiste, n'est-ce pas, à responsabiliser le député, mettre dans sa tête que lorsqu'il agit, c'est parce qu'il a reçu mandat de quelqu'un. En fait, le député, c'est un représentant du citoyen. Quelqu'un qui a été désigné par le citoyen pour qu'il puisse le représenter. Agir en son nom. Nombreux sont les candidats qui ont brigué un siège à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. La plupart ne font pas ce qu'ils devraient faire. D'autres se distinguent à faire des petits dons de manière ponctuelle pour attirer la sympathie des électeurs. Pendant la campagne électorale qui se profile à l'horizon, beaucoup n'auront pas des discours, mais iront pour offrir des biens de valeur, l'argent et faire des promesses, des actions qui n'ont rien à voir avec leurs futures fonctions dans les assemblées provinciales ou nationales. La population est appelée à savoir le vrai rôle d'un député pour éviter d'accorder un mandat aux vendeurs d'illusions. Changeons de chapitre à présent. La Fondation Yvette Meta a sous l'égide de Madame Yvette Meta Balengela, initiatrice de cette fondation, organisé dimanche 5 novembre 2023 une rencontre avec les jeunes de la paroisse Saint-Norbert au quartier Masangambila dans la commune de Mongafula. Il était question pour cette fondation de sensibiliser les jeunes de cette paroisse sur le changement des mentalités, combien indispensable pour l'émergence d'une communauté. Regardez.
C'est dans le but de sensibiliser les jeunes de la paroisse Saint-Norbert au changement des mentalités, surtout en cette période électorale, que Madame Yvette Meta Balengela, présidente de la fondation qui porte son nom et l'ONG Libota, a effectué cette descente à la paroisse Saint-Norbert à Massangambila. Accueillie par le curé de la paroisse Pierre Ngalamolume qui l'a béni, la délégation s'est par la suite rendue dans la salle de réunion de cette paroisse où, face aux jeunes, il était question de les conscientiser au changement des mentalités. Ces jeunes filles et garçons étaient prêchés d'abandonner la vie de dépendance en se lançant dans l'apprentissage des métiers afin d'être utiles à la société. Pour rendre cette vision plus pratique, une formation gratuite est prévue par la fondation Yvette Meta Balengela qui envisage pour tout jeune qui adhérera à cette vision qui vise à lutter contre le chômage, la pauvreté et le sous-développement de renforcer les capacités. Que celui qui veut apprendre un métier le fasse. Cela rend autonome. Apprendre la charpenterie et la menuiserie, l'esthétique, tout ça. C'est ça même notre vision. Changeons notre mentalité de ce côté-là. En lieu place d'être mendiant, celui qui travaille ne peut pas être séduit par un simple polo des politiciens. Cette séance était soumise à un jeu de questions-réponses, histoire d'être clair sur certaines préoccupations et aussi présenter des suggestions pour le succès de cette initiative. Ayant tous adhéré à la vision de la fondation Madame Yvette Meta Balengela, les jeunes participants ont exprimé à leur tour leur sentiment de satisfaction. Nous avions été déjà satisfaits de son initiative. Voilà pourquoi nous l'avons ouvert le porte à la porte Saint-Norbert. Nous testons cela, mais je pense bien qu'elle n'allait pas aussi fouler ce qu'aujourd'hui. Donc si elle est là aujourd'hui, c'est parce que d'abord moi particulièrement, ma qualité de président de la commission des jeunes, j'ai parlé avec le curé que les responsables pour que Maman Yvette puisse passer avec accompagné de sa délégation pour passer le message également à la communauté paroissiale. La formation, pourquoi ça va nous permettre aussi de travailler, parce qu'on voit presque pratiquement tous les jeunes ne savent pas quoi faire. Les jeunes déambulent, parfois il y a des brigands, tout ça, le taux de l'insécurité, les jeunes ne savent pas quoi faire. Mais à travers cette formation, à travers cet échange, ça va permettre aux jeunes d'être autonomes. C'est un espoir qui se concrétise pour cette catégorie de la population qui commence à comprendre beaucoup des réalités et des nécessités grâce à la volonté et l'engagement manifeste de la fondation Yvette Meta Balengela qui demeure à leur côté et à leur écoute. Le secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa, le professeur Bruno Lapitadi Monfou, a révélé les conditions de logement aux homes d'étudiants récemment réhabilités par le gouvernement. La principale annonce dans ce communiqué signé le 3 novembre 2023 est le montant du contrat de logement qui passe de $32 à $240 américains par l'étudiant logé pour une année civile. En plus de ce montant, le demandeur doit se munir d'un reçu de paiement des frais académiques de l'année en cours, de 2 photos passeports ainsi qu'un code QR sur le reçu de paiement des frais académiques. A signaler que ce processus de logement 2022-2023 commence ce mois de novembre. Le communiqué précise que tous les étudiants sont éligibles. Et en sport, à présent, l'ASV Club de Kinshasa a battu le dimanche 5 novembre 2023 au stade Tata Raphaël à Kinshasa l'Olympique Club Renaissance sur le score de 3-2 au terme du derby quinois pour le compte du 9e et dernière journée de la phase allée du championnat national de football. Retour en image. Décidez du sort d'un match qui peut vous créer des actions dangereuses. Après sa défaite 2-0 face à l'Étoile du Kivu, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont, dans un match très engagé physiquement, pu mettre la main sur ces chocs de la capitale. Surpris à 2 reprises par les bonnes intentions des Oranges de Kinshasa, qui ont d'abord ouvert les scores par l'entremise d'Ansène Pongo sur penalty et égalisé grâce à Merdi Kafouti. Les hommes de Raoul Shungu ont résisté grâce à Jonathan Ikangalombo Kapela à la 42e minute, Eli Panzou à la 54e minute et Kika Bouchiri à la 21e minute de jeu. Après cette défaite, l'entraîneur écosse de l'OC Renaissance a exprimé son mécontentement. Beaucoup de regrets de notre part parce qu'on comptait vraiment remporter ce match parce que ça fait un temps que Renaissance n'a pas gagné l'SV Club. On comptait relever les défis, ça n'a pas marché. La série peut continuer, peut aussi s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue encore.
à la faveur des Verts Club. Félicitations à eux. Nous, de notre part, nous rentrons pour travailler ce qui n'était pas vraiment marché à la phase aller et retravailler ça à la phase retour pour espérer une place au play-off. Donc, ce sont des petites erreurs. Vous savez, le football, c'est juste dans des détails. On a marqué les premiers, nous avons encaissé une petite déconcentration, surtout sur les plans défensifs. On a encaissé 3 buts et depuis qu'on a commencé le championnat, c'est la première fois que nous encaissons 3 buts. Donc, c'était une surprise pour nous, mais c'est le rôle du football. Donc, nous rentrons pour corriger que cela n'arrive pas et surtout que les supporters entendent que Renaissance joue les playoffs. La phase retour, c'est difficile aussi. Mais nous, à notre côté, nous allons faire le tout possible pour faire mieux. Avec ce succès, l'ASV Club signe sa 5e victoire de la saison et reprend la 3e place au classement dans le groupe B. Les Verts et Nord totalisent ainsi 15 points derrière DSMP, son rival qui en compte 17, et Maniema Maïnion 24 points. Par contre, l'OC Renaissance maintient sa 7e place avec 9 points. Qui l'oblige Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.